va démarrer des 3 sessions, donc les dimensions juridiques, éthiques et techniques, donc explorées tout au long de la matinée. On va démarrer avec Marguerite Braque de la Vallière, qui est avocate associée et spécialisée en santé numérique, donc associée l'EMAS. Donc Marguerite, je sais pas si tu veux prendre... la première question, alors, François Négrier a démarré, a introduit le sujet de la dimension juridique tout à l'heure en nous rappelant les grands principes de protection des données. Quand on parle de partage, en fait, on reste flou. En fait, chaque fois qu'on parle de quelque chose, et surtout avec des avocats et des juristes, on a intérêt à bien redéfinir, bien repréciser les choses. Les fondements juridiques du partage d'informations en santé, ça reste vague. En fait, on a à faire à la fois du partage et de l'échange, alternativement du partage, de l'échange. Les acteurs concernés ne sont pas les mêmes, les règles ne sont pas les mêmes. Le Code de la santé publique a bien précisé, donc par décret, c'était rappelé tout à l'heure, en 2016, de quoi il doit être question et de quelles informations il est question. Donc Marguerite, merci de commencer par nous éclairer sur cette thématique. Bonjour à tous, ravi de participer à cette journée. Merci pour votre invitation. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est que ces dispositions qui nous ont été présentées par François tout à l'heure et que je vais bien sûr les présenter plus en détail, elles datent d'il y a 20 ans. C'était la loi Kouchner en 2002 qui ont introduit en fait le principe du secret médical, qui était bien sûr préexistant, notamment dans le code de déontologie médicale. Mais donc ça a été introduit au code de la santé publique avec ces dérogations naturelles. À l'époque, en 2002, on avait envisagé que l'échange. Donc on va revenir sur ces différentes notions d'échange et de partage. Donc le principe du secret médical, comme l'a très bien rappelé, c'était François, je vais vous épargner la lecture à nouveau fastidieuse forcément puisque c'est un texte juridique du texte, mais l'idée était bien celui donc de préserver le secret médical, le respect dans le but du respect de la vie privée des patients. Donc comme on l'a vu, on est sur un périmètre large avec non seulement toutes les informations qui ont été recueillies, mais aussi tout ce qui a pu être entendu à l'occasion de la prise en charge. Alors évidemment, dès lors qu'on a ce principe de secret médical, pour autant il faut bien qu'on puisse assurer la prise en charge et donc bénéficier de l'ensemble des informations nécessaires à cette prise en charge. Et c'est la raison pour laquelle on a une première dérogation qui est donc évidemment l'échange. Alors sur la notion, parce que l'échange et le partage, c'est pas toujours évident de distinguer donc la notion et donc les régimes derrière qui sont distincts. L'échange, c'est donc lorsque un professionnel échange avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations. En principe, c'est un flux d'une personne A à une personne B, par opposition au partage, qui donc, là, en général, intervient dans le cadre plutôt d'un dossier auquel plusieurs professionnels vont accéder. Donc on n'est plus sur un flux d'une personne A à une personne B, mais on est sur un cœur numérique qui va permettre des accès par différents professionnels de santé. En tout état de cause, que ce soit dans le cadre de l'échange ou du partage, seules les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou au suivi médico-social et social ne doivent être connues des professionnels qui interviennent dans le cadre de cette prise en charge. Donc au niveau du régime, alors, on est sur l'échange qui était envisagé donc, dès 2002, naturellement, formalisé dans le cadre de la santé publique en tant que tel. Et donc, le régime est celui de l'information du patient et, le cas échéant, on va recueillir son opposition. Alors, évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt de la prise en charge, donc on va essayer de donner des informations qui soient rassurantes aux patients.
Évidemment, il faut faire preuve de pragmatisme, et on va le voir après. À l'inverse, le partage, là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus large que l'échange, puisqu'on n'est pas entre deux personnels identifiés, ou plus, en tout cas entre des professionnels de santé identifiés. On est sur donc une notion d'équipe de soins. Et le principe, à partir de 2016, le changement de paradigme, c'est de dire non, on ne va pas aller chercher un consentement à chaque fois qu'on partage des informations. On va aller chercher le consentement du patient lorsqu'on partage ces informations auprès de personnes qui ne sont pas naturellement autour du patient. En fait, on passe de d'une notion d'équipe de soins. L'équipe de soins, avant 2016, elle est très très restrictive. Et donc, on avait une approche très restrictive de l'accès aux données de santé. Et en 2016, on ouvre complètement l'accès aux données en présupposant que tous les membres de l'équipe de soins peuvent accéder, étant précisé que cette équipe de soins devient très large. Alors justement, quels sont les professionnels concernés? Qu'est-ce que c'est qu'une équipe de soins au sens des textes? Alors l'équipe de soins, elle a été définie donc très largement à partir de la loi de modernisation de notre système de santé et s'articule autour de différentes catégories de structures et notamment, donc là je vous ai mis la définition et vous aurez tous le support, et notamment toutes les structures de coopération, lesquelles ont été donc définies par décret et encore précisées par un arrêté qui est venu notamment viser précisément par exemple tous les personnels d'EDAC, donc des dispositifs d'appui à la coordination, les mandataires judiciaires, donc à la protection des majeurs, les assistantes et assistants de services sociaux. Donc on a une définition beaucoup plus extensive. Mais qui dit qu'on a une définition très extensive, dit nécessairement d'une part qu'il faut respecter les grands principes, à savoir qu'il faut que seules les informations absolument nécessaires avec la prise en charge soient partagées. C'est-à-dire en fait, parce que c'est pas évident quand on a dit ça, c'est un grand principe. Quand on a dit ça, il faut aller concrètement se poser la question de savoir dans la pratique à quoi un professionnel est légitime d'accéder. En fait, c'est pas nécessairement, et là on va en appeler au bon sens, ça va être ce qui a un rapport direct avec la prise en charge. Et donc, normalement, ce qui ne concerne pas les tiers, hormis évidemment les aidants qui vont pouvoir participer d'une manière certaine à la prise en charge, sous réserve que le patient n'ait pas exprimé d'opposition. Et il faut donc, dès lors qu'on a un partage très large, qu'on s'assure, voilà, je vais faire un petit saut, excusez-moi, qu'on s'assure des conditions dans lesquelles ce partage va intervenir. Et donc c'est un peu tout l'objet de ces nouvelles dispositions qu'on a vu apparaître en 2021 sur les services numériques. Les services numériques devant donc aujourd'hui répondre à des critères de sécurité et d'interopérabilité qui vont garantir que l'accès aux données, que l'échange, mais aussi et surtout le partage, puisque c'est plus sensible, puisque plus large, soit intervienne de manière sécurisée. Et donc on a défini, pour la petite histoire, en 2002, donc au moment de la loi Kouchner, on avait anticipé sur un décret qui a vu le jour en 2007, qui s'appelait décret confidentialité, et qui a jamais été, c'était une circulaire d'ailleurs, et qui a jamais été vraiment rendu opposable. Et aujourd'hui, en 2022, nécessairement vu l'essor des technologies, on a été beaucoup plus loin que ça. Et on a donc aujourd'hui des référentiels sectoriels denses, très bien documentés, qui ont été pour beaucoup d'ailleurs révisés en 2021, et qui viennent donc définir ces mesures de sécurité et ces mesures d'interopérabilité qui sont nécessaires pour permettre l'échange et le partage dans le respect du secret médical. Et c'est donc aussi les fondamentaux du Ségur du numérique en santé que ces textes.
Donc les droits des patients, on a bien compris, ont évolué. L'acte fondateur, c'était bien la loi Kouchner en 2002, mais là on a juste décrété que les patients avaient des droits. Avec l'arrivée du numérique, tout ça a été bousculé, transformé, et il a fallu repréciser un certain nombre de choses, et notamment en matière de consentement, de recueil de consentement. Et on a vu apparaître des nouvelles notions d'accord implicite, d'opt-out, j'en parlais tout à l'heure en parlant du droit à la captation de votre image, etc., du droit d'opposition. Donc il y a énormément de couches qui sont venues s'ajouter. Comment y voir plus clair, Marguerite, par rapport aux responsabilités de soignants et d'accompagnants en santé mentale dans ces différentes couche de recueil de l'information auprès du patient, de son consentement, de son droit d'opposition, etc. Alors, le régime est assez simple. Lorsqu'on est sur de l'échange, de personnel identifié à personnel identifié, le principe est celui de l'information du patient et donc possiblement de son opposition. Lorsqu'on est sur du partage, le principe est aussi très simple puisque c'est le même. Information, opposition. Avec une petite réserve, c'est uniquement lorsqu'on est dans le cadre de l'équipe de soins. Et donc, lorsque c'est naturel pour le patient que ces professionnels accèdent à ces données. Lorsque c'est moins naturel, puisque le patient ne connaît pas forcément tous les professionnels qui vont intervenir, on dit qu'on est hors de l'équipe de soins. Et alors, il est naturel qu'on explique au patient à qui on va envoyer les données et qu'on s'assure qu'il soit d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on va chercher un consentement lorsqu'on permet un partage de données de santé en dehors de l'équipe du soin. Donc c'est vraiment, on va dire, très intuitif comme régime. Et ça se passe de la même façon que l'on transmette les données sous format postal, par messagerie sécurisée, etc. Quelles sont les subtilités? Alors, on a un article qui date de 2021, qui est L1470-5, qui impose, c'est le respect des mesures de sécurité dans le cadre des conditions d'échange et de partage, telles que définies dans les référentiels sectoriels. Ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, dans la mesure du possible, c'est strictement nécessaire d'utiliser par exemple la messagerie sécurité de santé, la MSS, donc ça veut dire pourquoi? Parce qu'on va chiffrer les flux pour transmettre des données. Dans le même sens, il n'est pas envisageable qu'un dossier de partage puisse être accessible librement, sans authentification forte, on en discutait tout à l'heure, sans contrôle d'accès, sans habilitation, et derrière, sans qu'on s'assure effectivement, on fasse en fait, on a en amont les habilitations et l'authentification forte, et en aval, les contrôles d'accès, pour s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas eu d'accès illicite qui ne soit pas justifié strictement par la prise en charge. Alors ça change beaucoup de choses dans l'activité d'un professionnel de santé et dans sa responsabilité, parce qu'il a la responsabilité de s'assurer de la conformité de ce qu'il utilise quand il utilise une solution numérique pour échanger ou pour partager. Alors, les grands principes restent les mêmes. Le professionnel de santé va informer le patient de la même manière que précédemment des informations qu'il va échanger, des destinataires, du lien évidemment avec la prise en charge, des droits sur l'opposition, pour que le patient puisse s'opposer, ou le cas échéant, s'il a donné son consentement au partage, qu'il puisse retirer son consentement. Donc au niveau de l'information, évidemment, le professionnel de santé a les mêmes responsabilités que précédemment. En revanche, évidemment, le professionnel de santé doit s'assurer de respecter les éventuelles contraintes, on va dire, techniques qui s'imposent à lui, mais en principe, aujourd'hui, les outils sont censés être conformes dès la conception et par défaut, les outils mis à sa disposition, de sorte que finalement, il y a moins de risques aujourd'hui pour le professionnel de santé dans le cadre de la prise en charge d'enfreindre entre guillemets le secret médical qu'il y en avait précédemment. Parce qu'effectivement, quand on avait un classeur papier avec des documents papier, on avait beaucoup plus de risques de perdre des documents ou de les oublier qu'aujourd'hui, lorsque les accès sont authentifiés, avec le cas échéant une carte CPS ou
ou assimilés, avec des authentifications fortes, il y a quand même beaucoup moins de risques pour le professionnel de santé d'enfreindre, on va dire, le secret médical. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, cette responsabilité, quelque part, incombe davantage à l'établissement ou au groupement de coopération sanitaire qui va déployer des outils. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, il faut choisir des outils qui soient, on va dire, qui permettent, qui présentent des garanties suffisantes au sens de l'article 28 du RGPD pour permettre la sécurité et la confidentialité des données. Et donc, quelque part, ce n'est plus directement dans la main des professionnels de santé, sous réserve, évidemment, bien sûr, de cette information et du respect des droits des patients. À la base de cette information, avant qu'il y ait partage ou échange entre professionnels autour du patient ou de la personne, les documents d'information de base, c'est quoi? C'est le livret d'accueil, c'est la charte Exactement. Alors, bien entendu, aujourd'hui, beaucoup d'informations sont fournies au niveau de l'établissement de santé, directement. Ensuite, les informations plus concrètes sur qui va intervenir dans la prise en charge, quelles sont les données qu'on échange et pour quelles raisons. Là, on reste toujours, évidemment, dans le cadre de la relation individuelle entre un médecin et le patient, dans le contexte précis de la prise en charge. Donc, ces informations, elles restent, d'abord, elles sont spécifiques à chaque patient et à chaque parcours. Et donc, naturellement, il appartient aux professionnels de santé de les formuler directement auprès du patient et le cas échéant de recueillir son consentement lorsqu'il y a lieu. Quels sont, alors ça c'est l'activité en cabinet, quels sont les sujets qui viennent auprès des avocats sur ces questions-là? Qu'est-ce qui pose souci au point d'avoir affaire à un cabinet d'avocats pour régler un litige? Alors, par chance aujourd'hui, il y a peu de litiges. Il peut arriver effectivement qu'il y ait une violation de données, qu'on s'aperçoive qu'il y a eu des accès illicites. Ça arrive notamment quand on a des personnes un petit peu un peu VIP qui sont pris en charge dans les établissements de santé. Et dans ce cas-là, on a aujourd'hui beaucoup plus de moyens, on va dire, c'est assez dissuasif aujourd'hui ce genre de comportement. Enfin, ce genre de comportement est on voit beaucoup moins. Pourquoi? Parce que tout simplement tout est tracé. On a des outils qui sont beaucoup plus performants. Et donc tous les accès aujourd'hui sont tracés. Et donc dès lors qu'on informe en fait les professionnels de santé, qui la plupart sont très respectueux du secret médical, mais pour d'éventuels moins scrupuleux, il y a un vrai. Dès lors qu'on informe que c'est tracé et qu'il y aura des contrôles d'accès, en général ça suffit à prévenir le risque. Après, c'est vrai qu'en cabinet, on intervient sur des sujets qui ont trait plus aux conditions d'habilitation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que tous les professionnels puissent accéder à la donnée. Dans un établissement de santé, on ne va pas appeler la DSI à chaque fois que le patient change de service. Donc nécessairement, on est obligé d'ouvrir les habilitations. Et là, on voit bien que on est sur un sujet de société qui évolue énormément. La CNIL, il y a quelques années, elle considérait qu'on devait ouvrir un professionnel par professionnel. Et puis aujourd'hui, on lui explique qu'il y aurait une perte de chance terrible si par défaut, c'était pas ouvert. Et dès lors qu'on a d'autres moyens de contrôle, avec l'information, avec les contrôles d'accès, aujourd'hui, l'ambition, c'est d'assurer la prise en charge la plus fluide possible. Et donc, c'est dans cette logique-là, d'ailleurs, qu'on est arrivé jusqu'à Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, par défaut, tous les professionnels de santé, avec leur carte CPS, peuvent accéder à tous les dossiers médicaux des patients. Mais comme tout est tracé, on part du postulat et avec une information que, effectivement, les professionnels de santé ne vont pas aller violer les données. Et d'ailleurs, évidemment, on a des sanctions très spécifiques qui sont prévues à la fois au Code de la santé publique, au Code pénal, bien sûr, en cas de violation du secret professionnel, et au RGPD, avec des sanctions que tout le monde connaît maintenant depuis le 25 mai 2018, qui est entré en application, qu'on compte en millions d'euros. Oui, alors on peut peut-être revenir là-dessus sur le rôle de la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, du RGPD, donc le Règlement général de protection des données. C'est des acteurs plus récents, en plus du Code de la santé publique, pour réglementer le partage et l'échange d'informations dans le monde de la santé,
plus récent et néanmoins très présent avec le développement du numérique. Quel est leur rôle, leur place dans cet écosystème? Alors, les textes sur la protection des données ont davantage trait donc, à ce qu'on appelle les responsabilités de traitement. Donc, par définition, on a les établissements de santé, professionnels de santé qui sont des responsables de traitement et qui doivent assurer la confidentialité, informer évidemment les personnes des traitements qui sont mis en œuvre et, le cas échéant, leur permettre d'exercer leurs droits d'accès, d'opposition, de rectification, de suppression, le cas échéant, peu applicable dans le secteur de la santé, parce qu'on comprend bien que ça pénaliserait largement la prise en charge. Et par ailleurs, on a, avec le RGPD, évidemment, des obligations à l'égard des sous-traitants, c'est-à-dire ceux qui interviennent dans le cadre de la prise en charge pour les besoins de la fourniture d'outils, de la maintenance, du support. Et donc là, il appartient donc aux responsables du traitement, médecins, établissements, de s'assurer qu'ils ne recourent qu'à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes, c'est-à-dire évidemment qui ont des outils privacy by design et qui assurent la protection des données par défaut. Et donc évidemment, il y a une contractualisation qui se fait avec des engagements vis-à-vis des prestataires, des éditeurs, pour qu'on ait un niveau de protection des données qui soit avec des risques résiduels sur l'impact en termes de droits et libertés pour les personnes. Oui, donc en gros, il y a des responsabilités qui se sont déplacées vers des tiers prestataires dans certains cas. Alors, dans cet échange, pour cet échange et connaissant le programme, vous êtes peut-être venu avec vos questions spécifiques à poser à Marguerite Braque de la Terrière. Donc, vous n'hésitez pas à me faire signe, je vous apporte le micro, s'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on vienne en développement, compte tenu de tout ce qui a été exposé sur les précédentes minutes, où on a brassé pas mal de notions et de termes. Donc, vous n'hésitez pas à me faire signe pour que je vous apporte le micro. Oui, et on verra une question sur la place des familles et des aidants dans tout ce schéma également, Marguerite. Oui. Donc, normalement, il va se mettre en route, là, et vous n'avez pas à l'allumer. Vous vous présentez? Oui, voilà. C'est le piège, c'est celui-là, il s'allume? Ah bon. Voilà, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est Nazif Thomas. Vous disiez, chère consoeur, qu'il y avait beaucoup de contrôle d'accès, et ça me surprend beaucoup, notamment au niveau des systèmes d'information hospitaliers. Parce que moi, ce qui me soucie, j'avais eu un dossier à gérer il y a quelques années comme ça, assez complexe, où on avait eu un agent hospitalier qui avait utilisé la procédure brise-glace, qui est une procédure qui est valable pour l'urgence, donc qui permet d'ouvrir tous les dossiers de tous les services pour savoir quels sont les antécédents, les traitements, etc. Donc il avait utilisé cet agent, cette procédure pour découvrir le dossier d'une personne qui était en réanimation, qui était connue d'elle, mais pour aucune raison médicale, en utilisant un outil qui normalement doit être réservé que pour le soin. Et je voulais savoir, si vous aviez des jurisprudences un petit peu déjà sur ce type de situation, et deux, comment on fait? Parce que les contrôles d'accès, en fait, c'est souvent des sondages qui sont faits pas très souvent en réalité. Et par ailleurs, la mémoire informatique du traçage de l'accès est assez court, très très court, sur quelques jours grand max. Donc, comment vous faites pour que le secret partagé reste confidentialisé, reste sécurisé? C'est quand même une vraie question qu'on a un peu tendance à oublier, parce qu'on oublie, et pourtant c'est une évidence, que l'urgence corrompt tout, y compris les bonnes intentions des législateurs ou les bonnes pratiques des collègues vertueux. Vous avez raison. Moi, je
pense que c'est surtout l'information sur le fait qu'il peut y avoir des contraintes d'accès qui sera dissuasif, à supposer qu'on ait effectivement des professionnels peu scrupuleux. Alors, normalement, les traces, elles sont conservées à un minima 6 mois, mais c'est vrai que les contrôles sont relativement rares, et parfois effectivement aléatoires, donc ne permettent pas de détecter systématiquement les éventuelles violations de données. Alors peut-être que ce serait important effectivement d'aller davantage on va dire prophétiser sur le fait que le secret médical est central, qu'on n'est pas censé accéder et que ça constitue une violation de données qui est réprimée par les textes, y compris le code pénal, par 15 000 € et 1 an d'emprisonnement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'autres moyens. Alors il existe des outils maintenant qui vont détecter, on va dire, des parcours atypiques. Donc ça c'est intéressant parce que sur le plan numérique, on va avoir de nouveaux outils qui vont être mis en place. Alors peut-être que c'est pas encore déployé partout, mais c'est vrai que ça a tendance à être des modules complémentaires qu'on va pouvoir adjoindre. On espère que ça va du coup éviter ce genre de dérive. Oui. Une solution d'alerte, effectivement, attention, tel dossier a été ouvert alors qu'il ne devrait pas l'être. En fait, on commence à être envahi par ça sur le plan personnel, effectivement, dès qu'on peut se connecter. Vous avez dû le remarquer à quelque chose en tant que grand public, que ce soit tel ou tel opérateur, on a des doubles, triples, quadruples authentifications. Et est-ce que c'est bien vous qui avez essayé d'eux, etc. Donc effectivement, ça va arriver ça dans les systèmes d'information. Ce qui est intéressant, c'est santé et hospitalier. Madame, vous aviez effectivement une... Bonjour, Catherine Lezac, une infâme. Peut-on considérer qu'en l'absence explicite de non-consentement d'un patient, sa famille, ses proches aidants, peuvent avoir accès au partage et à l'échange d'informations? Vous avez évoqué le non-consentement? Oui, avec un non-consentement, en l'absence du non-consentement explicite. Donc c'est-à-dire s'il n'y a pas eu d'opposition en fait. Le patient n'a pas fait opposition. Donc, et la question c'est est-ce que c'est naturel que les personnes... Qui ne dit mot consent, c'est ça? Oui, voilà. Alors, c'est naturel qui ne dit mot consent fonctionne, donc ce régime, ce qu'on appelle sur le plan juridique, information-opposition, fonctionne uniquement dans un cadre, on va dire, connu du patient, c'est-à-dire son équipe de soins, quand on est sur un dossier de partage. C'est-à-dire qu'en principe, c'est que l'équipe de soins dans ce cas-là. Oui, mais vous parliez par exemple de mandataire tout à l'heure. Or, la famille, sans être forcément mandataire, joue souvent le rôle de mandataire. Oui, alors après, ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est, on va dire, assez complexe à gérer. Vous avez raison de relever ce point. Évidemment, ça va dépendre de la capacité, on va dire, au sens juridique et au sens cognitif du patient. Et donc là, effectivement, c'est le point sur la vulnérabilité. Est-ce qu'on va être capable de recueillir un consentement ou une opposition du patient? Si le professionnel de santé juge que oui, effectivement, ça devrait être uniquement au niveau du patient que ça se joue. Si effectivement, mais là c'est une interprétation in concreto, très subjective, on va dire, du professionnel de santé au regard de sa connaissance de l'état de santé du patient. Alors, dès lors qu'on a un tuteur, en principe, le tuteur c'est le vrai représentant légal, donc c'est vrai que c'est le mandataire, par exemple tuteur, qui est supposé consentir en lieu et place du patient. Après, quand c'est la famille et qu'il n'y a pas une vraie mesure de tutelle, je pense que le médecin, dans son exercice et à l'égard de sa responsabilité, doit vraiment s'assurer auprès du patient, en premier lieu, qu'il ne serait pas en mesure de centraliser cette on va dire, non-opposition, parce que pour le coup, ça pourrait être une infraction au secret médical que de communiquer sans son accord à la famille. Donc il faut un consentement. Alors pour le partage en dehors de l'équipe de soins, via des professionnels de santé, voilà, on l'a vu, et pour que ce soit au niveau de la famille,
effectivement, le principe, c'est de s'être assuré que le patient est d'accord pour qu'on communique à la famille. Hein. Et le fait d'être personne de confiance est normalement suffisant. Le fait que, oui, normalement suffisant, oui. Oui, donc personne de confiance égale consentement explicite. Alors, en principe, on n'est pas censé partager sans être assuré que le patient est d'accord. Sa vie privée, quand même. Est-ce que vous avez d'autres questionnements, d'autres sujets d'interpellation? Donc, pour retenir que Marguerite a évoqué qu'il y a des sanctions quand même à la règle, hein, quand la règle est posée par décret, etc., il y a des sanctions qui sont peut-être pas assez connues, ou maintenant, à force, on sait qu'une prise de connaissance d'un dossier ou un partage d'informations qui n'aurait pas dû l'être peut être sanctionné. Oui, je pense que c'est vrai que c'est tout l'enjeu pour éviter d'éventuelles on va dire indélicatesses. C'est d'informer le plus possible sur les risques encourus par les professionnels de santé qui enfreindraient ces règles, ces dispositions sur l'échange et le partage, sur le secret médical plus largement, de sorte à dissuader effectivement ces indélicatesses. Je pense que c'est un enjeu majeur. Après, je ne sais pas sous quelle forme et dans quel cadre, parce qu'effectivement, on n'a pas non plus envie de vivre dans un environnement dans lequel on présuppose en permanence qu'il risque d'y avoir violation du secret médical. Hein. Mais je pense que tout le monde a bien en tête qu'on est sur des sanctions très très lourdes, au-delà même des sanctions disciplinaires devant l'ordre professionnel, puisque là on adresse uniquement le volet, on va dire, numérique, et code de la santé publique, mais on a aussi évidemment des responsabilités vis-à-vis de l'ordre professionnel. On peut peut-être rappeler... oui, vous aviez Vous vouliez le micro? Oui, ok. Et le temps du micro arrive, on peut peut-être rappeler, alors dans les organisations du type établissement hospitalier, la sensibilisation et l'information autour de tout ça est largement faite, ou c'est un des rôles importants du DPO, donc du délégué à la protection des données, enfin du DPD d'ailleurs en français. Donc il y a un rôle d'information et de sensibilisation autour des bonnes pratiques, et on a la chance d'avoir une personne qui participera à un atelier qui peut vous informer plus largement à ce sujet. Donc j'y pense parce qu'elle est en face de moi, Cassandra Desmond. Madame, vous avez le micro, je crois. Bonjour, Caroline Chériron, intervenant père en santé mentale. J'avais une question par rapport au consentement de la personne et aussi à la question de la vulnérabilité. C'est-à-dire que la personne peut à un moment ne pas être en capacité de comprendre ce qui se joue ou de comprendre cette notion de partage des informations qui la concernent. Par contre, à un autre moment, elle peut être en capacité de revoir tout ça. Dans quelle mesure elle peut plus facilement accéder aux informations? Parce qu'on parle de dossiers partagés. Est-ce qu'il est vraiment partagé avec la personne? Est-ce que la personne peut avoir une vraie lisibilité de toutes les informations qui sont partagées à son sujet? Et est-ce qu'elle peut, à ce moment-là, demander la suppression de certaines données ou la modification de certaines données qui sont inscrites sur son dossier? Très bonne question, Mathieu. L'accès aux données par les patients, il est consacré à la fois au niveau du Code de la santé publique et à la fois au niveau du RGPD. Au niveau du Code de la santé publique, comme vous le savez, les patients peuvent réclamer un accès et accéder sous 8 jours pour un dossier qui a moins de 5 ans, théoriquement. Et normalement, l'accès concerne absolument tout ce qui figure au dossier. Voilà. Alors, donc après, j'imagine bien que dans la pratique, il va falloir, le cas échéant, on va dire, accompagner la communication par un certain nombre de précautions, au moins d'informations. Après, tout va dépendre une fois de plus du patient, c'est-à-dire qui est effectivement le représentant juridique, est-ce que le patient est encore en capacité juridique
d'être, on va dire, proactif dans toute cette démarche. Après, sur le sujet de la suppression, normalement, la suppression des données, le droit à l'effacement ou le droit à la suppression qui existe dans le cadre du RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, il n'est pas applicable dans toutes les hypothèses. Il n'est notamment pas applicable quand il y a une obligation légale, par exemple, de conserver les données, comme c'est le cas pour les établissements de santé, qui doivent conserver les données pendant 20 ans, comme c'est le cas pour les professionnels de santé, auxquels on applique en général plutôt ça dépend, comme c'est pas précisé, on va dire entre 10 et 20 ans, en fonction des enjeux de la responsabilité et évidemment des besoins de la prise en charge. Donc, en principe, l'effacement, on n'est pas censé y faire droit. Alors après, il peut exister des hypothèses dans lesquelles le patient demande est-ce qu'on efface ses données, par exemple justement d'un outil numérique parce qu'il craint un accès par un membre de sa famille qui travaille à l'hôpital ou des choses comme ça. Ça, c'est un exemple qui a déjà été traité plusieurs fois par les agences, par l'agence à l'époque, l'ASIM Santé, maintenant Agence du numérique en santé. Donc dans ce cas-là, on va pas supprimer la donnée, bien sûr, mais on va plutôt, par exemple, restreindre les accès, éventuellement laisser uniquement un dossier papier. Enfin, voilà, on va trouver d'autres conditions pour répondre à cette demande, mais on n'est pas censé supprimer la donnée. Bien sûr, ça a un impact majeur sur la prise en charge et puis ce serait contraire aux obligations légales de conservation. Oui. Comme j'ai le micro, j'en profite, je voulais juste réagir aux questions sur les accès en établissement de santé, sur les données médicales, parce qu'on sent qu'il y a une crainte un peu des données qui pourraient être accédées par un ensemble de personnel dont on ne voit pas bien vraiment comment il est défini, etc. En établissement de santé, il y a quand même un cadre qui définit les accès, et notamment la place prépondérante des départements d'information médicale qui gèrent les droits d'accès aux données, qui travaillent en étroite collaboration avec la communauté médicale d'une part, la direction des soins d'une autre part. Et l'idée, c'est de diminuer la surface d'exposition au risque d'abus ou d'indiscrétion en étendant des droits qui soient assez intelligents, c'est-à-dire des accès assez ouverts, pour que du personnel en renfort ou pour éviter ce que tu disais tout à l'heure sur des mutations de patients avec des accès qui sont bloqués, etc., être dans quelque chose de bien proportionné. Donc ça, c'est pour la partie spécification des droits et paramétrage ensuite par les équipes techniques sur le dossier patient. Et en aval de ça, on peut... Alors, c'est difficile d'éradiquer le risque et de faire des contrôles qui soient exhaustifs, parce qu'il y a beaucoup de turnover dans les équipes. Donc mettre en évidence techniquement un accès illégitime à un dossier patient, c'est très complexe. Par contre, on peut communiquer, en plus de communiquer sur les risques encourus par les professionnels en cas d'indiscrétion, on peut aussi pratiquer sur ce qu'on appelle des coupes d'accès au dossier patient. On prend quelques dossiers patients au hasard et on regarde qui a accédé et on regarde si c'est OK avec les plannings. C'est hyper chronophage, donc on pourra le faire que sur quelques dossiers, mais c'est suffisamment dissuasif également. Donc voilà, c'est des choses un peu hyper concrètes en établissement de santé. Et c'était bien de rappeler aussi le rôle prépondérant des délégués à la protection des données maintenant dans les établissements de santé, notamment dans le cas d'un patient qui a peur que quelqu'un de sa famille qui pratique dans l'établissement y ait accès, il peut solliciter le délégué à la protection des données également. Donc il faut qu'on rappelle, et parfois même en établissement de santé, l'importance et le rôle de ce collaborateur dans l'établissement aussi, quoi. Oui. Une dernière question, effectivement, avant de passer à l'intervention suivante. Merci beaucoup. Cassandra Delemy, déléguée à la protection des données et RSSI mutualisée de l'Association hospitalière de Bretagne et la Fondation Bon Sauveur de Béga. Je voulais te poser la question sur le droit d'accès. Tu en as parlé tout à l'heure et tu précisais effectivement qu'un patient peut effectivement demander l'accès à son dossier médical, et ça c'est une évidence, on a des textes qui le précisent. Mais est-ce qu'un patient peut aujourd'hui demander un droit d'accès à d'autres données à caractère personnel qui vont rentrer sous le périmètre du RGPD? Et par exemple, quels peuvent être ce type de données? Je ne sais pas, moi je me suis toujours dit que ce sont peut-être les images de vidéosurveillance ou autre chose. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des patients
qui, par leur demande, peuvent faire référence à ce droit d'accès soulevé et bien mis en avant par le RGPD. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a, donc, au niveau du Code de la santé publique, tout ce qui est accès au dossier médical, et par ailleurs, au niveau du RGPD, toutes les informations qui vont être relatives au traitement de données à caractère personnel qui sont réalisées et qui donc portent notamment sur d'éventuelles données concernant ce patient, on va dire, théoriquement. Donc, en principe, ce que dit le RGPD à son article 15 dédié au droit d'accès, c'est que une personne concernée peut interroger le responsable de traitement sur les traitements qui la concernent et les données qui sont traitées dans ce cadre. Et ensuite, dans un deuxième temps, accéder. Peut-être effectivement, s'il y a d'autres traitements qui portent sur sa personne, d'autres traitements de données. Parce que alors, ce qui est confusant dans le secteur médical, c'est qu'on a évidemment traitement de données, traitement au sens de la prise en charge. Si on a d'autres traitements de données qui interviennent et qui peuvent concerner le patient, effectivement, le patient serait légitime à d'abord s'assurer de savoir lesquels ils sont, et ensuite, le cas échéant, y accéder. Après, il y a quand même une question de proportionnalité et de finalité. Il est naturel pour, on va dire, à l'égard vis-à-vis de sa vie privée, de la confidentialité des données, qu'il puisse savoir quels sont ces traitements, pas forcément quelle serait la légitimité, la logique de vouloir accéder à la vidéosurveillance, et surtout, dans ce cas-là, ça doit être fait sans préjudice des droits des tiers, et donc nécessairement, si on parle de vidéosurveillance, il y a un certain nombre d'autres personnes concernées qui seraient, au sens du RGPD, qui seraient impactées. Donc, les conditions de réponse devraient être assez restrictives quand même, pour ne pas emporter violation d'autres données à caractère personnel que celles du patient en question. Après, c'est vrai qu'on voit beaucoup de dévoiement de ce droit d'accès. Par exemple, dans tout ce qui est RH, il y a beaucoup effectivement de personnes qui veulent accéder à toutes les données que l'entreprise a le concernant pour se constituer un dossier. Ça, c'est quand même un détournement de la finalité même de ce droit d'accès. Et donc, il faut effectivement... il y a des abus, il a déjà été jugé que c'était excessif et abusif, que justement de se constituer un dossier, c'est pas à des fins probatoires prud'homales que ce droit d'accès doit être exercé, quoi. Bien, merci Marguerite. Je précise que tu es là jusqu'à la fin de l'après-midi en atelier, donc s'il y a d'autres questions, d'autres discussions que vous souhaitez avoir avec Marguerite de la Perrière, vous n'hésitez pas tout au long de la journée en atelier tout à l'heure. Donc on va continuer.